Bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans cette édition de 13h. Nous l'avons appris hier en fin de journée, l'un des blessés du terrible accident de la route qui s'est produit lundi à Marie-Galante est décédé. Hier donc, il s'agit d'un homme de 46 ans. Pour rappel, c'est à 11h que les pompiers de Lille avaient été appelés pour un accident de la route impliquant 2 véhicules, 3 blessés graves et 4 blessés légers, dont un bébé avait été pris en charge. L'homme de 46 ans qui avait été héliporté est donc décédé de ses blessures, ce qui porte à 18 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année. Coup d'envoi ce matin des rencontres annuelles des réserves de biosphère. C'est le parc national de la Guadeloupe qui reçoit cette année. Pendant 3 jours, les représentants des 16 réserves de biosphère de France échangeront autour des pratiques de développement durable. Et pour cette première journée, le village a accueilli 600 collégiens et lycéens venus de toute la Guadeloupe. On retrouve au village de la réserve de la biosphère Lydia Quérin et Olivier Duflot. Lydia, à quoi sert cette réserve ? Bonjour Eddy, 2023 marque les 30 ans d'existence de la réserve de biosphère de Guadeloupe. 30 ans pour un label qui témoigne d'une reconnaissance internationale d'une démarche de développement durable sur notre territoire. 30 ans, c'est aussi l'occasion de dresser un bilan de cette réserve de biosphère et de comprendre son rôle au sein de nos écosystèmes. Et justement, pour en parler, à mes côtés se trouve Hugues Delaney. Vous êtes le directeur adjoint du Parc national de Guadeloupe. Bonjour. Hugues, après 30 ans d'existence, quel bilan peut-on dresser de cette réserve de biosphère ? Alors, la réserve de biosphère pour la Guadeloupe, c'est une chance, c'est une reconnaissance globale à l'échelle du parc national. Le parc national qui est établi rapidement sur 21 communes. Et qu'est-ce que apporte ce label ? Ce sont des actions concrètes qui rapprochent l'homme et la nature. Alors on va prendre des exemples très simples. Par exemple, replanter une forêt à Golconde, sur le territoire des Abîmes. C'est une alliance qu'on a depuis maintenant quelques années entre le maire et puis le président du parc et puis sa direction, qui plante chaque année plusieurs centaines d'arbres pour revégétaliser l'espace. C'est une forêt en fait qu'on est en train de recomposer. Et cette forêt, elle sert à quoi ? Elle sert à protéger les habitations. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Voilà par exemple un exemple concret de ce qu'on peut réaliser. C'est aussi, c'est le cadre de cette journée, des animations pour les enfants, parce que en fait le jeune public est ciblé pour pouvoir partager, transférer et puis aussi avoir une acculturation pour ce patrimoine qu'on a localement. À quoi ça sert une réserve de biosphère ? Quel est son rôle sur les écosystèmes ? Alors, une réserve de biosphère, être labellisée, c'est une vraie plus-value, une vraie chance pour notre territoire. Il faut voir qu'il n'y en a pas tant que ça, il y en a 800 dans le monde. Il y en a 16 et encore quelques-unes qui vont bientôt arriver en France métropolitaine, qui vont être labellisées. La chance, c'est quoi ? C'est de permettre une impulsion au niveau communal d'un certain nombre de sujets, d'un certain nombre d'initiatives. Sur le territoire de Pointe-Noire, on y est aujourd'hui, mais on travaille aussi avec DE sur des initiatives très concrètes en termes d'aménagement, par exemple d'espace. Avec Bouillante, nous travaillons aussi sur d'autres formes, avec la réserve de pigeons. Et puis, nous pourrons aussi dire, par exemple, récemment, nous avons travaillé avec Hans Bertrand sur du poids, donc des sujets très locaux, très intégrés Guadeloupe et qui nous ressemblent. Merci d'avoir répondu à nos questions. 3 jours donc pour échanger autour des thématiques du développement durable et de la biodiversité. Au programme, des tables rondes, des visites de terrain et des conférences. Merci Lydia. Dans l'actualité, il y a toujours cette grève à la police municipale de Baie-Mahault qui continue à impacter l'ensemble des services de la mairie. Cette dernière est fermée depuis le 19 avril. Une permanence a quand même été mise en place pour l'état civil entre 9h et 11h. Une première rencontre a eu lieu avec Hélène Polifonte, maire de la commune, le 23 mai. Rencontre qui a tourné court suite à une convocation du maire lors d'une perquisition à la mairie. Les deux parties devraient à nouveau se réunir le 1er juin. On écoute Laetitia Nanki, brigadier à la police municipale de Baie-Mahault, interrogée par Rémi de France et Daniel Quérin. Nous mobiliser par rapport à heures supplémentaires qui les maires décidaient pas payer. Cette décision de la mairie, elle est intervenue de quelle manière ? Ils interviennent par rapport à une note de service qui est sortie le 31 mars 2023
de façon unilatérale, il pas concerté avec pont organisation syndicale ni avec le CT rien. Nous avons senti nous totalement dévalorisés par rapport à la mission en nous au quotidien. Mais c'est responsabilité justement à mon limite de prendre disposition pour faire si moun bema ou manger et pas mettre faute là ça si les agents qui grévisent. Et sur ce dernier développement de l'actualité, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet guadeloupe.lapremière.fr pour un plus large développement de cette actualité. Et puis, cette conférence de presse tenue ce matin par la CGTG, la Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe, ses membres actifs ont tenu à rappeler leur investissement et leur combat dans tous les secteurs d'activité où des travailleurs syndiqués affiliés à la centrale syndicale seraient en difficulté. On écoute Jean-Marie Nomertin, le secrétaire général de la CGTG. Il est au micro de Christian Dorca. Nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait des gens silencieux, alors que c'est cela même qui, en tête à les luttes, pour ne pas payer les salaires et les charges sociales des suspendus. Et surtout, qui travaillaient, qui est indépendant. Les indépendants, ils n'ont pas ni patient. Même si ils n'ont ni patient, ils n'ont pas ni local. Donc, il faut trouver un local pour louer, pour payer, pour ensuite ni des patients pour faire travail là. Donc, ni situation là, ça a posé. Mais deuxièmement, ni certains gens en train de faire travailler syndiqués à la CGTG, mandant nous servir punching ball. Nous avons dit, nous avons décidé de mettre un frère dans ça. Nous avons trop de coups depuis quelques temps. À Basse-Terre, la municipalité est confrontée à de sérieuses difficultés financières. Sa situation budgétaire a conduit la Chambre régionale des comptes à recommander un plan de redressement drastique et la ville de Basse-Terre serait sur le point de sortir du tunnel. Le budget primitif qui sera en discussion demain soir sera soumis au vote. Il est annoncé comme celui du retour à l'équilibre budgétaire, Jacques Massico. Dans un avis en date de juillet 2022, la Chambre régionale des comptes relevait les efforts consentis par la ville de Basse-Terre pour sortir du rouge. Une sensible réduction des charges, conformément au plan de redressement recommandé par les magistrats financiers, permettait de ramener le déficit et d'envisager un retour à l'équilibre. Si l'on en croit l'exécutif, l'examen et le vote du budget primitif 2023, avec plus de 39 millions d'euros en recettes contre un peu plus de 35 millions en dépenses, consacrera l'assainissement des finances et ce retour tant souhaité à l'équilibre. Pour ce faire, il aura fallu réduire la voilure et s'imposer une rigueur de gestion. Pour le chef d'édilité André Atala, ce budget primitif se caractérise par une évolution modérée des dépenses, la sincérité des recettes, le non-recours à l'emprunt et le non-recours au levier fiscal. Il sera soumis au vote des élus municipaux, sans nul doute des débats nourris en perspective entre majorité et opposition. Mais au-delà, on restera suspendu au prochain rapport de la Chambre régionale des comptes. Conformément au Code général des collectivités territoriales, ce budget devra lui être transmis par l'autorité préfectorale, Basse-Terre étant une commune en redressement. À l'Assemblée nationale, le débat a ressurgi dernièrement. Faut-il bannir le terme métropole de notre vocabulaire quand on parle de la France hexagonale comparée aux Outre-mer? Même s'il est entré dans le vocabulaire courant, le mot a une connotation coloniale, alors certains veulent conscientiser à propos de sa signification. Le point avec Antoine Devif. J'imagine parfois, sans le vouloir, les collègues ici, par habitude, emploient le terme métropole. Je vous propose un terme beaucoup plus neutre, beaucoup plus géométrique, hexagone. Ce n'est pas un cours de français, mais une piqûre de rappel sur les bancs de l'Assemblée. Pour la première fois, les députés acceptent à l'unanimité d'employer le terme hexagone plutôt que métropole. Si pour l'instant, la mesure ne vaut que pour la loi de planification militaire, le terme tend à disparaître progressivement du vocabulaire. J'ai demandé à ce que plus aucun écrivain ne puisse employer le terme métropole par rapport aux Outre-mer quand il parle des Outre-mer. Le terme métropole est utilisé de façon assez courante et sans, pour beaucoup, prendre conscience de la charge émotionnelle et de la charge coloniale qu'il recoupe. Le mot métropole renvoie à un centre et induit une forme de domination sur les Outre-mer. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un œil au dictionnaire. La métropole est un État considéré par rapport à ses colonies, à ses territoires extérieurs.
Utiliser métropole en 2023 peut donc paraître désuet alors que l'empire colonial n'existe plus depuis 1946. Pendant que l'actualité voit les territoires d'outre-mer réaffirmer leur identité, l'heure est à décoloniser la sémantique. Les mots ont un impact extrêmement fort parce qu'ils nous orientent sur la manière de voir, sur la manière dont on nous voit, et ne plus accepter le mot métropole, c'est peut-être aller déjà dans le sens de s'auto-centrer, de sentir qu'on n'est pas toujours à l'autre bout du monde, la périphérie de quelque chose. La réflexion se pose aussi pour le terme outre-mer ou comment désigner ces territoires faisant partie intégrante de l'archipel France. En ce mois de mai, les hommages et les cérémonies en mémoire des ancêtres se multiplient. À Ménilmontant, ce samedi 27 mai, rendez-vous était donné à la communauté antillaise pour un déboulé en l'honneur de ceux qui, en 1848, ont osé briser leur chaîne et ainsi retrouver la liberté. Sidi Daroussi, Thomas Chevalier-Rayas. C'était un 27 mai 1848. Une date symbolique, une date à ne surtout pas oublier. Dans les rues de Ménilmontant, pour honorer les ancêtres, les participants au déboulé étaient en noir ou blanc, guidés par la lumière, symbolisée ici par l'encens. Le symbole de l'encens, c'est la spiritualité et nos rites. Et comme on dit en Guadeloupe, c'est l'habitude de la culture guadeloupéenne. On est obligé de la voir parce qu'il fait partie intégrante du mouvement masse. Cette marche au rythme du tambour en l'honneur des ancêtres reste pour les participants essentielle, une nécessité, même si au fil des ans, le nombre de participants diminue. La motivation n'est pas pareille et tout. En plus, il fait beau, c'est très rare chez nous, donc chez nous en France. Donc du coup, les gens, ils ont profité, on sait très bien, mais ceux qui sont là, c'est ceux qui qui se battent pour la cause. Les ancêtres ont vécu de terribles souffrances. Alors oui, ça me touche beaucoup d'être là. On s'est battu pour l'esclavage, mais en mai 67, il y a une révolution en 1802 en Guadeloupe. Donc c'est pour ça qu'on est tous là, pour commémorer mai 67 et les esclaves. Cela fait 23 ans que l'association Choucage organise ce déboulé, car il faut perpétuer la tradition, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est un travail de transmission, on va dire ça comme ça, voilà, qu'on doit perpétuer pour ceux qui, comme moi, sont nés ici à Paris ou en France hexagonale. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Pendant ce temps, nombreux sont ceux qui pensent à faire un retour en Afrique. C'est le cas de France Blocaille, alias Kwame, ex-militaire, ex-pompier de Paris. Le Guadeloupéen a décidé de se lancer dans un projet agricole au Bénin. Un véritable défi pour ce futur entrepreneur. Nathalie Sarfati, Hugo Laridon. C'est le 3e voyage au Bénin de France Blocaille. Le Guadeloupéen de 35 ans envisage de s'y installer. Il a d'ailleurs pris un prénom africain, Kwame. Aujourd'hui, il se rend à Alada, à 2h30 de route de la capitale Cotonou, un lieu qu'il n'a pas choisi par hasard. Alada, en fait, je l'ai choisi pour 2 grandes raisons. Donc, c'est une ville historiquement où les Haïtiens étaient très implantés. Et ensuite, pas trop loin de Cotonou, en même temps assez loin pour pouvoir mettre en place une exploitation sans être embêté par les dérangements de la ville et la future peut-être évolution du Bénin. Pour cette visite, Kwame n'est pas venu seul. Sur les 20 hectares qu'il veut acquérir, 2 seront exploités pour l'élevage, l'abattage de poulets, mais aussi la production d'aliments pour animaux. Ici, pas d'eau, pas d'électricité, tout est à faire. C'est un vrai défi, arriver à faire ça en autosuffisance. En plus, en essayant de garder en fait toutes les matières et tous les déchets qu'on va produire, à pouvoir les retransformer. Pour un projet aussi ambitieux, mieux vaut être bien entouré. Le futur entrepreneur a fait appel à un expert en économie circulaire et en agroécologie. C'est des jolis projets de vie, mais très compliqués. Et donc j'ai vécu ces mêmes expériences ici il y a 5-6 ans. Donc je me propose de partager cette expérience pour des fois un peu éviter les erreurs qui vont être commises. Il est temps de faire une pause déjeuner dans un petit maquis, l'occasion de partager un moment convivial autour d'un repas local un peu trop épicé. C'est bon, mais c'est pimenté. Hein. Mais c'est bon.
Quand même, pour moi, un Antillais, c'est rien. C'est à Ouidah que Kwame a rendez-vous avec un éleveur de poulets. Un futur client, il lui achètera sa production, se chargera de l'abattage et de la vente. Une aubaine pour Mariano qui, comme de nombreux producteurs locaux, a beaucoup de difficultés à vendre ses volailles. Son idée d'avoir un abattoir qui va nous aider quand même à écouler facilement ses produits, ça m'a beaucoup plus plu. Tu as fini À chaque visite, Kwame se rapproche un peu plus de son rêve. Ancien militaire, pompier professionnel, il n'a plus aucun doute sur son choix de vie au Bénin. Comment on va monter en puissance? C'est le projet d'une vie, c'est un projet qui a en tout cas l'objectif d'aller dans le temps et de laisser pour les générations futures en fait. Donc c'est pas un projet que pour moi, c'est un projet pour un pays aussi. Son projet prévu pour la fin 2024 arrivera à point nommé dans un pays qui prévoit dans le même temps d'interdire l'importation de poulets surgelés, favorisant ainsi la production locale. On parle de sport maintenant avec la sélection des îles de Guadeloupe retenue pour les championnats ultramarins de cyclisme qui se dérouleront du 3 au 4 juin prochain en Nouvelle-Calédonie. Une sélection composée de 7 hommes, Raphaël Lauton, Benjamin Leny, Phil Jipamni, Staino Caillot, Lionel Mini, Anaël Marcias et Damien Orcel, et de 4 femmes, Mélissa Alexandrine, Julie Dugamin, Séverine Ferdinand et Clémence Brige. Une sélection encadrée par Franck Zureau et Jules Trésor. Du cyclisme toujours avec la fin hier du Grand Prix Boris Carène, une épreuve remportée par Bastien Duculti du team Madras Cycling. Il s'est imposé sur le contre-la-montre de la 3e étape, leader dès le début de la compétition. Il s'impose donc en toute logique. Le résumé de Luc Archimède et Ludovic Guétu. 5e du prologue, vainqueur de la première étape et du contre-la-montre finale, 2e ce matin aux abîmes. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Bastien Duculti a dominé de la tête et des épaules la 3e édition du Grand Prix Boris Carène, une édition qui par ailleurs a connu un vif succès. Duculti a également bénéficié de la parfaite organisation d'une formation Team Madras Caraïbes, clairement déjà en mode Tour de la Guadeloupe. C'est un beau travail du staff, ils ont fait un très beau recrutement. Moi, dès l'année dernière, ils avaient mis la main sur moi, je devais pas refaire une saison. Ils m'ont motivé à refaire une saison, donc voilà, je suis là. Ils savent ils savent motiver les gens, ils savent mettre les coureurs en condition. Et surtout, voilà, il y a un gros état d'esprit. Et comme moi, je l'ai déjà dit ce matin, j'ai rarement vu en fait des coureurs aussi impliqués à défendre un maillot jaune. Et ça, j'arrête pas de leur dire parce que voilà, ils sont ici sur leur île, mais en métropole, j'ai rarement vu ça. Le trentenaire né à Sablon se présente d'ores et déjà comme une des futures attractions des échéances de juillet-août prochain, au cours desquelles il ne devrait pas être trop dépaysé. L'organisation déployée au cours de cette 3e édition du Grand Prix Boris Carène en donne clairement un avant-goût. Et place maintenant à notre focus du jour. Un focus sur la Croix-Rouge française aujourd'hui. Celle-ci intervient dans la Caraïbe grâce à la plateforme d'intervention régionale d'Amérique Caraïbe, la PIRAC, une plateforme qui permet de concentrer les compétences et les moyens de réponse au plus près des populations vulnérables. La réactivité et la capacité de réponse en cas de catastrophe sont alors augmentées et permettent d'agir rapidement. Nous sommes précisément avec Jérémy Sibeoni, le chef de délégation régionale de la PIRAC. Bonjour, monsieur Sibeoni. La PIRAC appuie la Croix-Rouge de la région dans la mise en place d'actions diverses depuis 2000. Quelles sont précisément ces actions pour lesquelles vous intervenez ? Eh bien, la PIRAC, comme vous l'avez dit, c'est une plateforme d'intervention régionale. Donc, on intervient sur l'ensemble de la Caraïbe, y compris les Antilles françaises, bien sûr. Et on a un mandat pour mener à bien des projets de prévention des risques de catastrophes. En appui des sociétés nationales. Ce qu'on appelle les sociétés nationales sont les différentes Croix-Rouges des différents territoires, des différents pays. Des projets de préparation. Donc là, on va plutôt accompagner nos collègues des différentes Croix-Rouges pour se préparer à mieux répondre aux catastrophes naturelles, puisqu'on sait à quel point l'acteur local de proximité est évidemment le mieux placé pour répondre quel que soit le type de catastrophe. Donc on va mener beaucoup de projets de ce type-là. Et puis après, le 3e niveau, bien sûr, c'est nos propres capacités à nous, Croix-Rouge française, ici en Guadeloupe, au niveau régional, pour pouvoir intervenir en appui de ces équipes, de ces Croix-Rouges des différents territoires, quand le niveau de la catastrophe, disons,
le rend absolument obligatoire. Et il y a donc ces missions d'intervention qui sont votre raison d'être, vous venez de le dire, mais il y a aussi ces actions de prévention, la préparation par exemple et la sensibilisation aux risques de catastrophes naturelles sont essentielles pour augmenter la résilience des populations locales. Exactement, effectivement, quand on pense Croix-Rouge, on pense beaucoup action humanitaire d'urgence et on va continuer à le faire. C'est vraiment notre mandat, c'est pour ça qu'on a été créé il y a bien longtemps maintenant. Donc bien sûr qu'on va continuer à intervenir en cas de catastrophe naturelle, mais l'idée c'est de réussir à venir aussi en amont et de ne pas attendre les catastrophes naturelles. Donc à travers par exemple ces projets de prévention des risques, donc on va auprès des écoliers, auprès du grand public pour leur expliquer quelles vont être les conséquences du changement climatique, comment se préparer à faire face aux catastrophes naturelles, faire face à un séisme, faire face à un ouragan, enfin, quelle que soit la catastrophe qui peut impacter. Donc, on a effectivement beaucoup de programmes comme ça aujourd'hui. On est moins connu pour ça, c'est certain, c'est plus discret, mais c'est devenu tout à fait indispensable. Et justement, dans le cadre de la campagne régionale de sensibilisation aux risques naturels du programme Ready Together, la PIRAC a mis en place 10 initiatives d'adaptation au changement climatique dans la Caraïbe. Vous nous en parlez un peu ? Oui, c'est effectivement dans le cadre d'un projet qui s'appelle Ready Together, vous l'avez dit, qui est financé par Interreg Caraïbes et l'AFD. Alors, on n'a pas mis en œuvre ces initiatives qu'on a choisies, qu'on a identifiées sur différents territoires. En France, il y en a en Guadeloupe, on y est ici, je vais vous en dire un mot. Et puis dans d'autres territoires, Saint-Vincent, Sainte-Lucie. L'idée pour nous, c'est important qu'il y ait des territoires français et des territoires étrangers pour montrer que les problématiques sont les mêmes, évidemment, on est confronté aux mêmes problématiques. Et puis c'était l'idée de dire, à travers ces 10 initiatives, qu'il est possible de s'impliquer à un niveau du citoyen, au niveau d'une communauté, au niveau d'une association, pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Ces conséquences, on les connaît, on sait quelles vont être ces conséquences sur nos territoires insulaires. Les rapports du GIEC sont précis, enfin, il y a beaucoup d'études, les universités des Antilles, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, on sait ce que ça va être, on sait que les catastrophes naturelles, en tous les cas, l'intensité de ces catastrophes va aller grandissant. Que ce soit les sécheresses, les inondations, les ouragans. Donc bon, l'objet, c'est pas de faire peur, mais l'objet, c'est de dire on peut s'adapter, on doit s'adapter, et on peut le faire à un niveau de citoyen ou à un niveau communautaire. Donc c'est ça qu'on a voulu faire avec cette campagne, c'est de montrer aux gens qu'on peut s'adapter et qu'on peut prendre, c'est take action en anglais, donc c'est vraiment de s'impliquer soi-même pour mener des initiatives qui vont dans ce sens-là. Et là, l'idée, c'est effectivement d'initiatives très différentes, que ce soit végétabiliser les berges de la Lézarde pour évidemment prévenir les inondations, les conséquences des inondations. Ça peut être lutter contre les gîtes larvaires à Sainte-Lucie pour lutter contre les maladies vectorielles. Ça peut être replanter de la mangrove, ça on connaît bien. Ça peut être planter des arbres. À Vieux Habitants, il y a une initiative comme ça de végétaliser une savane et de la rendre comestible. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives diverses. Et puis, il y a celle où on est aujourd'hui, qui est basée sur l'aquaponie. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une initiative de la Croix-Rouge. C'est vraiment une initiative d'une association qui s'appelle Aquaponie Antilles et qui a développé cette technique avec les poissons et en cercle fermé où on produit des poissons et en même temps des végétaux, des salades et autres, qui est une technique tout à fait intéressante et en particulier très adaptée au milieu urbain, puisqu'on sait que c'est là que les besoins sont les plus importants. Donc voilà, ça c'est un bon exemple de façon de s'adapter pour anticiper les conséquences des changements climatiques. La PIRAC est sur tous les fronts. L'année 2022 a été plutôt riche et chargée. Vous avez également proposé des formations comme celle sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Vous avez mis en place des campagnes de sensibilisation comme lors de la semaine sismique. En fait, la PIRAC et la Croix-Rouge n'arrêtent jamais. C'est-à-dire qu'on arrêtera quand il n'y aura plus de besoin, mais malheureusement, je crois qu'on va continuer à avoir besoin des Croix-Rouges. Je parle au pluriel parce que là, nous, évidemment, c'est la Croix-Rouge française, mais c'est la même chose avec les différentes Croix-Rouges dans le monde entier. Il y a une Croix-Rouge par pays, et malheureusement, je crois effectivement qu'on aura encore besoin de nous un bon moment, en particulier parce que le changement climatique va induire des conséquences très fortes sur les catastrophes naturelles, on en a parlé, mais c'est aussi sur tout type de besoins, sur la sécurité alimentaire, sur beaucoup de choses. Donc effectivement, on a fait des formations sur la production d'eau potable, parce qu'on a cette capacité-là de produire de l'eau potable en temps d'urgence, ce qu'on a fait sur Fiona, par exemple, l'année dernière, ici en Guadeloupe. Et puis, on va continuer à former les gens sur les premiers secours psychologiques, que ça soit sur la prévention, la préparation et l'urgence. Effectivement, on a du boulot, je vous le confirme, et on va continuer à être
être autant que possible en appui des populations, des États, des citoyens qui comptent sur nous. Merci Jérémy Sibéoni. Je rappelle que vous êtes le chef de délégation de la PIRAC à la Croix-Rouge française de Guadeloupe. Merci beaucoup. Et c'est l'heure de notre Parole Joc. Pour ce Parole Joc, nous vous proposons une rediffusion. Quelques jours après la rentrée scolaire, nous étions allés à la rencontre d'Henri Feuillard, cet ancien secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale, rebaptisé UNSA depuis, UNSA Éducation, revient sur les réalités de l'école hier, aujourd'hui et demain. À quelques jours des examens de fin d'études, on écoute Henri Feuillard. On a toujours un œil parce que même si on est à la retraite et qu'on n'est pas directement dans le bain, mais vous avez toujours des petits-enfants, donc on est impliqué aussi. Pas dans le sens du syndicalisme enseignant que je ne suis plus. Ma grosse interrogation, c'est d'abord la baisse du nombre d'enfants qui arrive notamment au niveau du primaire. Donc forcément après, ça va monter au niveau du collège, au niveau du lycée. Un pays qui vieillit et dont la natalité baisse, je dis que ce pays-là n'est pas forcément en bonne santé. Mais sur la rentrée elle-même, elle vient de commencer. Le point exact ne peut pas être fait maintenant, mais même par les responsables, il faut attendre la semaine qui vient. Mais je pense qu'ils auront un travail notamment de rattrapage. Parce qu'on ne doit pas oublier quand même les 2 ans qui sont passés. On ne peut pas les oublier. Ça nous a causé, je pense, un certain nombre de dégâts, mais qui seront réparés par les enseignants. Ils savent ce qu'il y a à faire. Ce qui a changé, c'est un certain nombre, c'est peut-être les méthodes, mais c'est aussi un certain nombre de textes qui viennent de la métropole. Et puis, administrativement, étant donné que maintenant on a la pyramide complète qui va du rectorat à l'instituteur, il y a une hiérarchie et le chef de la hiérarchie, c'est le recteur. Et les syndicats sont là, bien sûr, pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs mandants. À quel moment on peut dire que l'école là fournit exactement les éléments dont a besoin l'économie. L'école ne peut pas calquer si économie, parce que comme l'économie là qui a évolué et que l'économie là parfois qui prend fait, si vous formez Timouna uniquement dans une filière, il y aurait des difficultés. Il faut bien que l'école ouvre l'avenir à l'enfant, ouvre détail pour comprendre d'autres bits après. Parce qu'après l'école obligatoire, mais aucun enseignement supérieur. Donc c'est pour ça qu'on a pensé que l'école au service de la population générale, mais est-ce que l'école peut fournir nombre d'agriculteurs, nombre d'ingénieurs agronomes, nos besoins, chaque année? Non, c'est des perspectives pour unir. Et là encore, il y a un travail à faire. Il faut que les enfants soient bien nourris, je dirais, à la cantine. Et puis après, il faut que les inspecteurs, chacun fasse son boulot pour appliquer les directives qui devraient être prises en concertation avec ceux qui sont sur le terrain, notamment les enseignants et bien sûr l'autorité hiérarchique. Parole Joc, c'était en septembre avec Alex Robin et Jean-Marie Mavounzi. Maquette Parole en nous, jeudi là, c'est Rosan Monza, nous quoi coûter, ou Allez Papa, en extrait à Livaille, K Métamorphose, nous quoi coûter ça, et puis Alben Angis. Ou laisser en solo, maman l'amour, qu'a fait si la famille qu'a kiembé encore. Tout temps pied l'amour, péqué la spotter, ça aussi mais nous péqué la se récolter. Maladie gâté vaillant, nous tenons profiter heureusement.
Et c'est la fin de ce journal de 13h. L'info revient à 19h avec Ludivine Guiolé-Oulac. Je vous retrouve demain à 13h. Bon appétit à tous.